Merci. Donc je voulais remercier Michel Casebon et François-André Aléart de nous avoir permis de nous exprimer sur le laser endoveineux. Et François Aléart avec le centre Seine Biotech pour le traitement de des données statistiques de cette étude, qui est donc une étude évolutive et qui est toujours en cours. Donc je viens parler ici un peu en tant qu'angiologue, mais aussi en tant que représentant et secrétaire de la Société francophone des lasers médicaux. Et donc, on s'était intéressé aux publications de 99 de Robert Jacquemin. Et donc, on a institué le traitement laser endoveineux à partir de mai 2001 au CMCO d'Evry. Et donc, nous avons commencé cette étude donc pour des patients inclus entre mai 2001 et juillet 2003. Voilà. Merci. Avec une évaluation clinique, échographique, une évaluation thérapeutique. Certains patients ont été écosclérosés. Et puis, donc, elle a la particularité, c'est que c'est une saisie qui est accessible sur notre site sflm.org, qui a la volonté de progresser évidemment chaque trimestre, parce que ce sera chaque trimestre suivant, nous allons inclure les patients suivants et mettre ces résultats en ligne. Donc, l'étude, vous pouvez déjà la trouver sur la partie accessible du site, c'est-à-dire la partie grand public. Donc, voici la répartition en âge des patients. 29% avaient moins de 40 ans, on va dire que 50% est entre 40 et 60 ans, 15% un peu plus de 60 ans, pour la plus vieille 90 ans. Il s'agissait de 76 patients qui ont été inclus sur 86, les autres n'ayant pas encore été reconvertis, soit à peu près 10 perdus de vue. On avait donc 62 femmes, 14 hommes. L'âge moyen était de 47 ans, 109 saphènes ont été traités, dont 87 GVS et 22 petites saphènes, avec un taux de perdu de vue qui reste relativement faible pour l'instant, puisqu'à l'heure actuelle où je vous parle, on en a retrouvé quelques-uns supplémentaires. On est à 86 sur 91 pour cette inclusion. Donc la date de suivi a été entre 60 et 86 mois, donc tous ces patients avaient plus de 5 ans. Donc voilà la répartition en histogramme en âge de la procédure. L'essentiel de la procédure était entre 66 et 80 mois. Pour quelques patients, 20% à plus de 80 mois de procédure. Donc tous les patients avaient subi un interrogatoire, un examen clinique, ont été explorés par écho-doppler, bien entendu, ont été informés par le biais d'une note d'information, et nous les drivions aussi sur notre site, sur lequel nous mettons un gros dossier pour le laser endoveineux à disposition du grand public. Donc les critères d'inclusion étaient des incontinences des grandes saphènes ou des petites saphènes symptomatiques et plutôt dystrophiques. Bien entendu, ils ont été publiés tout un tas d'autres indications du laser endoveineux que nous pratiquons en fait couramment au quotidien. Et des contre-indications absolues classiquement décrites pour le laser endoveineux que nous avons bien entendu respectées. Dégradation de l'état général, forte anticoagulation, TVS ou TVP évolutive ou infection évolutive, puis d'autres contre-indications relatives pour l'étude, mais qui, à mon avis, peuvent être contournées. Donc, pour la facilité de notre étude, nous avons réparti la saphène en 7 segments. S0 pour les crosses, S1, S2, S3 pour la cuisse premier, deuxième et troisième tiers, S4, S5, S6, premier, deuxième et troisième tiers de jambe, ce qui fait qu'une PVS est toujours classée S4, S5, S6, et que les mesures de crosse que nous avons effectuées concernaient donc la crosse en coupe transversale au ras de la veine fémorale. Pour les reflux, nous avions donc codifié ces reflux en plusieurs stades, en semi-quantitatif, donc soit grade 1, moins de 0,5 secondes, grade 2, entre 0,5 et 2 secondes, et grade 3 supérieur à 2 secondes, et en amplitude, c'est-à-dire pour des amplitudes de pic inférieures à 5 cm secondes, ou supérieures ou égales à 15 cm secondes. Donc voilà la classification CEAP de ces patients, classés de C1 à 4B, étiologie primitive ou secondaire, avec un certain nombre de lésions sur le réseau profond. Il y avait quelques syndromes post-thrombotiques, des perforantes incontinentes au niveau fémoral, au niveau jambier, des scores cliniques. Donc, il n'y avait pas de pathologie obstructive, c'était uniquement des reflux. Et donc, essentiellement des patients avec des scores cliniques de 1 à 7 et des scores d'invalidité CEAP 0 à 2. Et donc, on a fait cette évaluation pré- et post-procédure. Voilà donc les gestes qui avaient été associés. 56% avaient des phlébectomies, 5,5% au début d'études ont eu des crossectomies qu'on a abandonnées à partir de septembre 2001. Voilà en gros la répartition de ces patients GVS-PVS. Il y avait autant de droite que de gauche. Au départ, on a travaillé en 810 nanomètres parce que c'était la première longueur d'onde publiée, puis on est rapidement passé au 980. Donc la suite, les 89 patients suivants ont été traités uniquement en 980, le 810 nous servant de laser de secours en cas de panne du premier, ce qui n'est pas arrivé.
Et donc voilà la répartition en histogramme des longueurs de tir en secondes sur ces populations de patients. Donc pour les segments S1 à S3, on utilisait des puissances en watts supérieures que pour les segments jambiers, puisqu'à cette époque-là, on traitait les segments jambiers, ce qui correspondait au niveau d'énergie suivant qui s'étalait de 40 à plus de 80 joules par centimètre, jusqu'à 133 joules par centimètre pour certains patients, voire même 146 pour un seul. Et voilà donc le décalage qu'on observe de la classification CEAP en post-procédure par rapport à la pré-procédure, avec un décalage complet vers la gauche sur les différents patients de C7 à C1. La classification AS a évidemment démontré qu'on diminuait très nettement les reflux sur les crosses et les troncs au inter et au niveau jambier chez cette population de patients. Il ne restait plus qu'une seule perforante incontinente sur cette population de malades. Les autres réentraient dans l'autre sens, ce qui nous pousse un petit peu à l'attentisme vis-à-vis du traitement spécifique des perforantes. Et voilà l'évolution donc du score clinique entre le pré-procédure ou le post-procédure. On remarque qu'on avait 65% classés SC2 et qu'on n'en avait plus que 9,2% après ce travail, et que la majeure partie des patients se répartissaient 0 ou 1. Il en était de même pour le score d'invalidité, avec une très nette réduction des patients classés à 3. Donc on y a rajouté un score civique. Le score civique 3, noté de 18 à 90 pour la valeur minimale. Donc c'est un score, on a fait cette étude sur le mois de septembre à la fin du mois d'août. Donc le score civique correspond à un interrogatoire sur le mois précédent, donc ce qui fait que les malades ont été interrogés sur une période estivale, ce qui est finalement la pire, mais ce qui finalement est assez bien. Et voilà donc l'évolution du score civique, où on avait donc moins de 20, 30%, entre 20 et 25, 46%, et plus de 25, 23%, avec une médiane environ à 21 sur 90. On y a rajouté un score fonctionnel, lourdeur, douleur, fourmillement, œdème, crampe, noté de 0 à 4 en semi-quantitatif, pour s'aligner sur le score civique, avec une médiane qui était à 2 sur 20, 38% étaient entre 2 et 4 chez ces patients. Voilà les effets indésirables que les patients nous ont mémorisés. Et on se note quand même que dans 53% des cas, ils avaient quand même un bon souvenir de la douleur au moins 5 ans après la procédure, avec une brûlure cutanée, une seule thrombose en territoire gastrocnémien médial, c'était un déficit en RPCA, quelques pigmentations, plutôt des hyperesthésies avec des troubles sensitifs résiduels, puisqu'à cette époque-là, on traitait le segment jambier, problème résolu maintenant depuis qu'on ne le traite plus. Donc on avait évalué aussi l'arrêt de travail qui avait été de 15 jours en moyenne. Alors nous on fait les procédures bilatérales ou les 3 saphènes s'il faut les faire en même temps. Si on le rapporte à chaque saphène, ça faisait une médiane de 10,5 par saphène. Et quand ils ne travaillaient pas, ces gens-là, on leur a demandé quelle était la durée d'impotence fonctionnelle dont ils se souvenaient après la procédure. Et donc ils nous ont donné en gros une médiane à peu près à 6 jours. Donc on avait 50% qui portaient encore, enfin 49% encore une contention, 37% prenaient des vénotoniques épisodiquement, avec une note d'appréciation individuelle qu'on leur avait demandé sur leur procédure, et avec une médiane à 17 sur 20, ce qui était quand même assez acceptable. Des diamètres de crosse qui réduisaient bien entendu, c'est-à-dire que le taux de crosse inférieur à 7 mm passait de 29 à 43%, avec diminution des grosses crosses, qui passaient donc de 32% entre 7 et 10 mm, ensuite à 26%. Donc on a évalué aussi le taux d'inversion des crosses, c'est-à-dire 24 patients avaient encore, soit 22% des reflux sur la crosse, 35% n'étaient pas inversés, c'est-à-dire qu'il y en avait 14 de plus qui avaient des crosses fonctionnelles au départ, mais une saphène complètement dystrophique et incontinente. Et puis 65% environ, donc avec une inversion complète de leur crosse, c'est-à-dire des crosses qui étaient incontinentes au départ et qui redevenaient continentes après la procédure, avec 77% sur lequel on notait aucun reflux, et pour les crosses qui restaient incontinentes, 79% on notait des reflux supérieurs à 2 secondes, qui étaient liés à la présence de branches faciales restantes, encore incontinentes, qui méritent donc ensuite d'être écosclérosées. Voilà en gros les résultats sur les segments inclus entre S0 et S6. On voit que la distribution est à peu près homogène, notamment dans le segment sous-gonal, c'est là où on a le meilleur pourcentage d'occlusion, et qu'on a à peu près 12,8% au total des segments qui étaient reperméabilisés, tout confondu sur ces 7 segments multipliés par le nombre de patients, c'est-à-dire 76, avec une prédominance vers le secteur S3, et je pense qu'il y a une explication, on en discutera peut-être plus tard. La distance au pôle supérieur moyenne a été mesurée,
Donc dans 38% des cas, elle était inférieure à 10 mm, avec une médiane environ à 11,8 mm, avec ce ratio visible. La distance au pôle inférieur à la malléole a été aussi mesurée. Dans 60% des cas, elle était inférieure à 50 mm. Alors on a voulu chercher à savoir où est sa bouchette, quel était le niveau de ce pôle inférieur. Donc dans 68% des cas à peu près, 58% c'était pas visible. Dans 2,8% des cas, c'était une perforante tibiale postérieure. Des chaînes véno-veineux bien visibles, notamment avec la petite saphène à 18,7%, et une perforante paratibiale à destinée du réseau tibial postérieur dans 19,6% des cas. Donc ce qu'on mesurait au pôle supérieur échographiquement, vous voyez, c'est cette distance vraiment en mode énergie. J'ai terminé. Donc l'AKD apporte pas grand-chose. Voilà les aspects qui ne changent pas échographiquement entre 20 et 84 mois. Donc du point de vue statistique, les reflux sur les branches sus-faciales étaient essentiellement liés au sexe masculin, avec un odds ratio significatif à plus de 6, et à l'utilisation d'une puissance laser inférieure à 10 watts. C'est-à-dire quand on travaille à moins de 10 watts, quelle que soit la longueur d'onde, on avait donc un taux de récidive important. Donc le taux moyen de sclérose chez ces patients a été de 1,45 par an, ce qui me semble un résultat acceptable. 72% des patients qui ont été écosclérosés ont été réocclus à ce terme-là. Et pour conclure, ben voilà le meilleur résultat qu'on veut obtenir avec juste un point de ponction. Et on peut se demander de méditer sur cette observation clinique où une petite saphène a été traitée chez cette même patiente par laser endoveineux. Et voilà le résultat d'une crossectomie qui avait été faite sur le même temps opératoire parce que la saphène était plus volumineuse. Je vous en remercie. Donc en conclusion, les résultats nous semblent bons. Et à partir du moment où on pratique l'échosclérose associée donc au geste du chirurgien vasculaire, ben, le couple angio-chirurgical permet des études de bons résultats, et notamment après 5 ans, preuve dont on a besoin pour l'HAS. Voilà, je vous remercie.